La liberté d'expression, elle est chère à mon cœur, mais en même temps, c'est un concept flou, valise, qu'en fin de compte, les gens qui se haïssent le plus peuvent brandir chacun pour affronter l'autre. Donc en fin de compte, moi, la seule chose que j'ai envie d'entendre, c'est de quoi vous parlez. Et finalement, c'est de poser la question à autrui, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Quand j'avais 20 ans, 21 ans plus exactement, le 25 juillet 1995, j'ai pris le métro, le RER B, en revenant des résultats du concours de Normal Sup après 3 années de prépa. Et ce jour-là a eu lieu, très peu de temps après, un grand attentat terroriste, justement à la station du métro Saint-Michel. Il y avait la proclamation officielle des résultats. Et donc, les noms arrivent et finalement, j'entends mon nom. On décide évidemment, notre petite bande, qu'il fallait célébrer ça le soir même. On l'avait un peu prévu de toute façon en disant on fera la fête, qu'on ait raté ou pas. Et ceux qui pleurent, ceux qui sont heureux, on se donne tous rendez-vous pour aller dans l'appartement de Rachel, qui était celui qu'elle partageait avec sa mère, avec des moquettes élimées, des moulures qui se pétaient un peu la gueule, mais c'était un bel appartement qui donnait place Saint-Michel. Et on commence à picoler et tout, et puis il y a des gens qui disent « Ah, c'est le bordel quand même dehors ». Et puis il y a quelques personnes qui se retrouvent sur ce grand balcon filant, comme ça, on voit à travers les arbres, bon, tout d'un coup, une voiture de pompiers, de police qui arrive. Et personne ne sait que quelques dizaines de minutes avant, il y a eu une bombe souterraine qui a explosé. Les brasseries de la place, tout d'un coup, on pousse les tables, les chaises, se transforment en une espèce d'hôpital de campagne et on sort tous ces trucs. Moi, j'ai une vision très nette des couvertures de survie, en fait, dorées ou argentées comme ça, dans lesquelles on emballe les gens, puis on aperçoit confusément à travers ces grandes feuilles des arbres de la place, autour de la fontaine, des gens blessés, des gens qu'on remonte sur des civières et toute cette espèce de bourdonnement. Petit à petit, le jour tombe, le ciel devient mauve, la nuit s'installe et il y a ce truc où nous on avait déjà pas mal bu, on a la tête qui tourne et on voit cette espèce de monde souterrain qui ressort comme ça, comme une espèce qui crache une bouche d'enfer de ce truc-là. On ne comprend pas vraiment ce qui se passe, on ne sait pas que c'est tous ces attentats et on a l'impression d'être dans un opéra allemand avec ces gyrophares et les ombres qui se projettent au plafond de l'appartement comme ça, bleu qui tourne, rouge. Tout était extrêmement bizarre. Et en fait, rétrospectivement, je revois ça comme une espèce de danse macabre et en même temps de tour de chapitre. C'est à la fois une charnière personnelle, mais une charnière aussi dans l'histoire de la France. Parce que c'est à ce moment-là qu'on est passé dans un cycle où le terrorisme s'est mis à faire partie de notre horizon mental. 3-4 ans après, je commence à publier dans des journaux importants mes premiers dessins en parallèle de mon travail d'enseignement, de chercheur. Je me souviens finalement d'un dessin que j'avais fait pour commenter les attentats de Madrid, qui avaient été particulièrement monstrueux à la gare d'Atocha, et j'avais fait une espèce de parodie. Je crois que d'autres gens l'ont fait après, mais j'avais fait un grand dessin tout de suite. C'était la parodie de Guernica, en fait, mes versions attentats dans le train. Et j'avais publié ce dessin. Et l'ayant publié, je me suis tout d'un coup ressouvenu un peu de cette histoire de RER Saint-Michel. Le lien entre le dessin, je dirais, et cette tension autour de la violence du monde et du terrorisme, il vient petit à petit, il n'est pas très évident. Et en fin de compte, effectivement, il y a cette affaire des caricatures danoises, la reprise par François Charlie Hebdo. Personnellement, j'ai ce sentiment que quelque chose de fondamental est en train d'arriver. Et parce qu'il y a une grande différence entre 2005 et 1995. C'est en fait le fait que c'est l'avènement d'Internet et l'avènement de cette globalisation de la communication et de cette circulation des images. En fait, à partir du moment où un dessin d'un journal conservateur du nord du Danemark peut être vu simultanément au Caire, dans une zone tribale du Pakistan ou en Patagonie, tout d'un coup, le contexte n'existe plus. C'est-à-dire qu'il est évidemment, pour quiconque a un tout petit peu voyagé ou été confronté à une culture très très différente de la sienne, légitime et naturel qu'un lecteur
à Peshawar ne comprennent pas les enjeux, ne puissent pas lire, n'aient aucun moyen d'avoir un tronc commun avec ces dessinateurs danois qui font des caricatures autour des questions de l'islam. C'est normal. Mais en fait, à ce moment-là, finalement, très peu de gens dans les sociétés occidentales le comprennent. En tout cas, 95, 2005, etc., les circonstances m'ont instruit et ont déterminé, je dirais, une attitude globale, une façon de travailler. Donc la croisade s'amuse, c'était un truc finalement avec une espèce de candeur qui était tout à fait décalée. C'était le journal intime de Madame Ben Laden sur le modèle un peu de Bridget Jones. Ça restait encore une espèce de théâtre de marionnettes exotique. C'était les Bouddhas de Bamiyan, les grottes où Ben Laden se cachait, Manhattan, les tours, tout ça. On était encore dans, je dirais, le symbolique, les archétypes. Moi, ma façon de faire, mais même depuis mes tout débuts, c'était un peu de décaler les choses, de prendre un personnage dans une autre sphère historique, dans un autre espace. Que ce soit des extraterrestres qui parlent ou que ce soit des hommes préhistoriques, ça permettait de parler des sujets a priori tabous ou interdits, mais en le décalant un petit peu, ce qui rendait le truc acceptable. J'ai jamais eu un humour coup de boule, un humour frontal, un humour, je dirais, non plus scatologique ou blasphémateur. J'avais pas ce goût-là de la provocation à ce point. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été un petit peu plus indirect. Voilà. Je ne me suis pas auto-censuré dans les thématiques, mais dans la façon de présenter les choses, très naturellement, ce que je faisais avait probablement beaucoup plus de précaution et, je dirais, de prévision, d'anticipation de la réception de ces dessins. Et ce truc-là, qui pouvait être absent, je dirais, de la plupart des rédactions à l'époque, en 2005, c'est-à-dire de ne pas anticiper comment est-ce que les gens pourraient recevoir ça ailleurs, ça m'a toujours frappé. Il y a pour moi une forme de naïveté, de candeur, qui ensuite s'est auto-justifiée politiquement en disant « mais oui, mais c'est notre façon de faire, personne ne va nous dicter ce qu'on a à faire, c'est notre liberté ». Et ce qui était une justification légitime, mais clairement une justification a posteriori. Sur le moment, c'était juste très spontanément, bah oui, on peut faire ça, bah oui, parce qu'on peut faire ça, c'est normal, et on a envie de le faire, et on le fait. Et ce qui est, je dirais, digne et noble, mais qui pour moi échappait un peu à un principe de réalité, qui était qu'il y a un rapport de force, il y a une violence, elle existe, et en fait, on ne peut absolument pas faire semblant qu'elle n'existe pas. La candeur ou l'ignorance, en revanche, sont des choses, moi, qui m'ont toujours un petit peu effrayé et mis en colère. Les attentats sont venus presque, je dirais, conforter une façon de faire que j'avais, en disant, mais oui, en fait, j'avais raison de penser comme ça ou de faire comme ça. C'était, je dirais, pas de la prudence, c'était the right thing to do. La liberté d'expression, c'est un concept qui a une réalité anthropologique dans un temps donné. La liberté d'expression, c'est comme l'amour, c'est comme l'enfance, c'est comme le paysage, c'est des concepts qui n'ont pas toujours existé. La liberté d'expression, elle est défendue par des régimes totalitaires, par le fascisme, par la liberté d'expression, elle est défendue par des mecs qui vont tabasser d'autres gens, elle est défendue par, aussi bien par les gens qui font des caricatures sur l'islam que pour des gens qui font des caricatures sur la Shoah. La liberté d'expression, c'est de foutre de pain dans la gueule de sa femme et aussi bien que de peindre des colombes de la paix sur le toit d'un immeuble. C'est tout et n'importe quoi en fait, c'est une espèce de grand marché de foire-fouille où tout a 10 balles. Donc en fin de compte, moi je m'en fiche de ces histoires de débat sur la liberté d'expression. Je me rends très bien compte que c'est instrumentalisé par les gens qui le brandissent pour des fins beaucoup moins nobles et beaucoup plus craspec que celles qui sont avancées. Donc en fin de compte, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Et hakmen deniak bilet hakmen nek. Ris de la vie avant que la vie ne rie de toi. Et c'est ça qui peut définir tout ce que je fais comme travail. C'est-à-dire que le tragique est une embuscade, l'aboutissement est une tragédie.
l'anéantissement est au bout de l'histoire. En attendant, tout ce qu'on peut prendre de vie, de soleil et de lumière, et de rire et de distance et de plaisir, il faut le prendre, voilà.